Tout est politique. Bonjour à tous. Le CRIF au cœur de la polémique. Des propos volontaires ou maladroits, chacun jugera. Son président, Roger Cukierman, estime que Marine Le Pen est personnellement irréprochable. Ces propos sont-ils étonnants, Mickaël Darmon? Bonjour. Non, ce n'est pas étonnant parce qu'il avait déjà dit la même chose sur Jean-Marie Le Pen et cette fois-ci, c'était en 2002. Le nucléaire iranien rebat les cartes de la géopolitique. On se retrouve avec une alliance tacite entre Israël et l'Arabie saoudite. Christian Mallard, bonjour. Et Obama joue avec le feu en voulant faire de l'Iran un allié privilégié au Moyen-Orient. Tout est politique. Le dîner du CRIF, un dîner presque imparfait. Mickaël, est-ce que vous pensez que c'est une maladresse ou est-ce que le président du CRIF, Roger Cukierman, pense vraiment quand il dit que Marine Le Pen est irréprochable personnellement? Roger Cukierman pratique le nini. Il est ni diplomate ni adroit. En prononçant ces mots le matin du dîner du CRIF, dans la période dans laquelle on vit, c'est-à-dire après les attentats de janvier en France, qui ont quand même considérablement imprégné et touché la vie française et le vivre ensemble, venir dire à la fois deux choses très importantes politiquement. Je n'ai rien à reprocher à Marine Le Pen, elle est irréprochable pour moi, mais le Front National ne fait pas de violence et ce sont les jeunes musulmans qui font des violences. De ce point de vue-là, c'était effectivement remettre de l'huile sur le feu et être à contrario de cette volonté de retrouver un vivre ensemble et d'apaiser un petit peu ce pays. Et ce qui ne veut pas dire quand même qu'il y a beaucoup moins d'antisémitisme au sein du Front National aujourd'hui, chez Marine Le Pen, moins que chez son père. Alors déjà, s'il veut le dire, il le dirait comme ça, ce serait pas mal. Mais il ne le dit pas comme ça. Il dit elle est irréprochable. Mais la réalité, elle n'est pas là. La réalité, en fait, tout ça, c'est masqué. Qu'est-ce qui s'est passé autour de l'organisation de ce dîner du CRIF? Il y a une grande tension au sein des instances. Pourquoi? Parce que voyant que les Verts étaient invités, que d'autres responsables de gauche étaient invités, eh bien, entre autres, Gilles William Goldnadel, qui lui est un avocat proche de Marine Le Pen, a demandé à ce qu'elle soit invitée également. Et Roger Cukierman n'a pas voulu. Parce qu'il considère que c'est un symbole beaucoup trop lourd encore à porter. Ils n'ont jamais été invités, le Front National, au dîner du CRIF? Ils n'ont jamais été invités, bien sûr, au dîner du CRIF. Mais là, on voit bien que les tensions existent et que si les Verts viennent, alors qu'ils avaient boycotté à l'époque, encore une fois après les propos de Cukierman, Goldnadel dit, dans ces cas-là, qu'elle vienne, parce qu'elle représente aussi quelque chose pour l'électorat juif français. Parce qu'on fait on fait le jeu du Front National, quelque part, en voulant l'isoler. Ça, c'est une autre idée, on n'invite pas à l'Élysée, on n'invite pas à la marche. Ça fait peut-être beaucoup, mais vous comprenez bien que si effectivement le CRIF donne un certificat à Marine Le Pen en la rendant politiquement cachère, je vais vous dire une chose, que ça va être une autre dimension. La dernière chose concernant Roger Cukierman, c'est que ce n'est pas nouveau. Il avait en 2002... le 23 avril, au journal israélien Haaretz, déclaré le succès politique de Jean-Marie Le Pen, qui venait d'être qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle, est un message aux musulmans pour qu'ils se tiennent tranquilles. Et il était déjà président du CRIF. Et il était déjà à la tête du CRIF. Donc on voit bien qu'il y a une cohérence politique et que dans ses propos, c'était pas du hasard. On n'est pas du tout dans le hasard. Foncièrement. Deuxième sortie qui a fait du bruit justement le matin de ce dîner du CRIF, c'est Roger Cukierman qui s'en prend donc qui parle de la violence des jeunes musulmans de France. On écoute. J'ai dit, en ce qui concerne le CFCM, que l'immense majorité des actes commis de violence antisémite étaient commis par des jeunes musulmans. J'ai dit également que c'était une toute petite minorité de la communauté musulmane. J'ai même prononcé le chiffre de 1 pour 1000 de la communauté musulmane et j'ai ajouté que les musulmans étaient les premières victimes de cette situation. Mickaël, est-ce que ça ressemble à une consigne de vote ? Ce qu'a dit Roger Cukierman, entre Marine Le Pen irréprochable et ce sont les musulmans qui font toutes les actions antisémites, est-ce que c'est une consigne de vote pour le Front National? Oui, il y a pratiquement un blanc-seing. Je ne dirais pas une consigne de vote, parce qu'il n'y a pas de consigne de vote à donner de la part de Roger Cukierman, et ce ne serait pas réel. Mais il y a une forme de blanc-seing qui consiste à dire, au fond, nous avons les mêmes ennemis. Une fois de plus, dans les propos de Roger Cukierman, il faut aussi rappeler qu'il a dit que le Front National ne commet aucune violence.
et ce sont les jeunes musulmans qui les commettent. Puis après, il a assorti de toutes les nuances qu'il fallait lorsqu'il a vu que c'était des mots et une déclaration explosive, ce qui était exactement. Les mots peuvent être des bombes, peuvent être des bâtons de dynamite, il faut faire attention. Il dit, effectivement, j'ai rajouté que c'est une minorité, j'ai rajouté qui sont les victimes. Mais le début de la phrase, c'est de dire ce sont les jeunes musulmans. Alors qu'on a dit pendant un mois, pas d'amalgame, pas d'amalgame, pas d'amalgame. Pourquoi il fait ça ? Quand il dit minorité, il a quand même raison. Quand il dit minorité, il y a quand même un certain nombre de jeunes musulmans qui sont hélas manipulés dans certaines banlieues par des islamistes, des réseaux. C'est politiquement. Mais dans ces cas-là, on commence la phrase comme ça. Oui, mais ça... Dans ces cas-là, on déplore qu'une infime minorité. Il est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Pourquoi il le fait ? Quel est son dessein ? Parce qu'il fait partie et il incarne cette radicalisation des instances, en tout cas de certains représentants, parce qu'on ne va pas faire d'amalgame justement, de certains représentants de la communauté juive de France. Lui, il en est au plus haut niveau, puisqu'il est donc à la tête du CRIF. D'ailleurs, je ne vois pas en quoi il a le droit d'ailleurs de dire ce qu'il dit au nom des instances et de la communauté juive. Je ne vois pas pourquoi il parlerait au nom dans ce qu'il dit. Alors c'est pour ça qu'il a sorti ses propos de personnellement. Mais enfin, ça ne veut rien dire. Quand on dit personnellement, on entend le propos qu'il y a à côté. Alors Mickaël, lorsque nous étions en train de préparer cette émission, vous soulevez une question qui va en surprendre plus d'un qui nous regarde. Faut-il supprimer le dîner du CRIF au nom de la laïcité ? C'est la question que vous voulez soulever aujourd'hui. Je ne la soulève pas, je la mets même sur la table. Je pense qu'il faut supprimer le dîner du CRIF dans sa version actuelle. Il y a pas mal de personnes qui sont en train de bondir. Peut-être, mais dans un pays où il n'y a que la laïcité à la bouche, où on ne parle que de séparation entre la religion et l'État, où officiellement les communautés ne sont pas reconnues, la soirée du CRIF est une... Donc elle gêne. Et la soirée, je n'ai pas dit qu'elle gênait. Donc il faut terminer ce propos parce qu'il est important, en tout cas de le formuler jusqu'au bout. Je dis que c'est le moment communautariste de la République française qui officiellement ne l'est pas. Donc la question est comment on gère cette contradiction. Moi, je pense qu'il faut gérer cette contradiction en arrêtant le dîner dans sa forme actuelle et en le faisant évoluer, c'est-à-dire en le plaçant sous l'égide du ministère de l'Intérieur qui est chargé d'organiser les cultes et qui devrait organiser chaque année un banquet œcuménique avec toutes les communautés représentées autour de la même table, de manière à pouvoir montrer que c'est la communauté nationale qui regroupe les communautés qui sont organisées en France. Et là, on aurait un message et audacieux et cohérent et qui serait effectivement beaucoup plus républicain parce que chaque année, d'ailleurs, il y a un homme politique qui, après l'avoir fait, a réagi, a réfléchi et a dit « je ne vais plus au dîner du CRIF », c'est François Bayrou, qui, depuis 2012, ne se rend plus au dîner du CRIF. Donc c'est un dîner qui gêne. Je n'ai pas dit que c'est un dîner qui gêne. Je vous dis que c'est un dîner qui est un moment de la vie politique française, qui est un moment communautariste, en contradiction avec l'enseigne républicaine officielle de la République française. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut pratiquement aujourd'hui interdire ou oublier, non, je dis pas interdire, mais oublier tout rassemblement à la fois côté musulman ou côté juif. Je trouve que c'est pas le moment. Ça ne correspond plus. Ça ne correspond plus à ce que la société française a besoin, à ce dont elle a besoin, pardon. C'est-à-dire que, en fait, aujourd'hui, alors qu'on n'arrête pas de prôner le vivre ensemble, eh bien, montrons-le. Alors, l'écuménisme, le banquet et que le banquet des communautés religieuses ou communautés culturelles religieuses en France se fasse ensemble et sous l'égide, effectivement, de l'instance républicaine qui organise les cultes en France, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur. Passez le message à Bernard Cazeneuve. Je ne passe aucun message, je dis ce que je pense et chacun fait ce qu'il veut. Tout est politique. Le nucléaire iranien change la donne de la géopolitique. Le compte à rebours se poursuit sur le nucléaire iranien. Date limite pour un accord 31 mars prochain. Les États-Unis semblent vouloir y croire, mais pour Benyamin Netanyahou, il se dit prêt à tout pour l'en empêcher. On le regarde. L'accord qui est en passe d'être conclu entre l'Iran et les grandes puissances est dangereux pour Israël. J'irai donc aux États-Unis la semaine prochaine pour expliquer au Congrès américain qui pourrait influer sur la finalité de l'accord pourquoi cet accord est dangereux pour Israël, pour la région et pour le reste du monde. Donc Benjamin Netanyahou qui vient le 3 mars, il joue le rapport de force clairement avec Obama ? Complètement. Parce qu'il a compris qu'Obama, aujourd'hui, est en train de faire un double jeu. D'abord, Obama a en tête sans doute de vouloir faire de l'Iran l'allié privilégié
au Moyen-Orient. Pourquoi sans doute ? Je n'ai pas de doute. Par rapport à... Il veut jouer un peu à Nixon, ce que Nixon a fait en 1972, en voulant faire de la Chine un allié privilégié quand il a commencé à discuter avec les Chinois. Et je pense qu'il commet une erreur majeure, parce qu'il est en train de nous faire le coup que Carter a fait en 1978. Je ne cesserai de répéter ça, c'est-à-dire de vouloir dire on a joué Khomeini contre le Shah, et on a vu ce que ça a donné. Mais pourquoi on regarderait ça à travers le rétroviseur? Et si ça correspondait à l'évolution actuelle? Vous me ressortez l'argumentation que vous m'avez ressortie, vous avez raison. Parce que je réponds à la même que vous sortez régulièrement. Parce que l'Iran est un suppôt du terrorisme. Je regrette infiniment. L'Iran soutient le Hezbollah, l'Iran soutient le Hamas. Attendez. Parce que l'Arabie Saoudite, parce que l'Arabie Saoudite et les Émirats, avec le wahhabisme et le double langage, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ne soutiennent pas le terrorisme peut-être. Michael, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est qu'en jouant ce jeu-là, Obama est en train de précipiter dans le même camp que celui de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème technique. Il est en train de précipiter dans le même camp que celui de l'Arabie Saoudite et des autres pays du Golfe, Israël. Aujourd'hui, Israël, l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et d'autres pays comme l'Égypte et la Jordanie ont bien compris qu'ils étaient du même côté et qu'il fallait absolument empêcher l'Iran. Mais attendez, on empêche l'Iran d'avoir la bombe nucléaire. Les arrangements là, entre Obama, c'est quoi? On découvre la Lune. On découvre que l'Arabie Saoudite et Israël sont en contact permanent. Non, maintenant, ils sont en contact permanent. On ne découvre pas. Aujourd'hui, les petits arrangements, c'est qu'on est en train, aujourd'hui, de faire un accord. On fait beaucoup de concessions à l'Iran. On leur propose, on dit qu'on va calmer le jeu, la production nucléaire va être ralentie pendant 10 ans, mais qu'au bout de 5 ans, on pourra peut-être lever un certain nombre de restrictions et alléger les sanctions. En même temps, on le voit bien, les Iraniens continuent à vouloir produire l'uranium, en vouloir multiplier le nombre des centrifugeuses. Et je vous donne une information. Et là, je vais citer un groupe pour lequel je n'ai aucune estime, mais ils sont bien informés parce qu'ils sont infiltrés dans l'appareil étatique iranien. Ce sont les Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines du peuple avaient révélé en 2002 les centrales de Natanz et de Harak. On fabrique du plutonium pour la bombe nucléaire. Et là, ils viennent de faire une révélation très intéressante. En plein centre de Téhéran, dans le quartier de Lavizan, ils viennent de découvrir une usine nucléaire, une centrale nucléaire souterraine. On fabrique du plutonium. Et au-dessus, enfin dans ces tunnels, au-dessus de ces tunnels, on distribue, aujourd'hui on fabrique les passeports et les papiers d'identité. L'AIEA n'a jamais pu, l'Agence pour l'énergie internationale, n'a jamais pu. Est-ce que l'AIEA a déjà visité le centre atomique israélien? Mais parce qu'on les a empêchés en Iran d'aller à Fordo, d'aller à Arak. Deux poids, deux mesures. Est-ce qu'on soupçonne Israël de vouloir détruire le monde arabe parce qu'il a la bombe nucléaire? On ne soupçonne rien, Israël n'a jamais utilisé sa bombe nucléaire. Est-ce que les inspecteurs du nucléaire mondiaux ont eu le droit de visiter les sites nucléaires israéliens? Mais écoutez... Bon, alors... Pourquoi moi, ce que je note, c'est que quelque part, vous vous faites l'avocat d'un pays qui est un pays terroriste, l'Iran. Non, je ne fais pas l'avocat d'un pays terroriste. J'essaye de comprendre pourquoi la martingale obligatoire Iran je vais rajouter quand même une chose. Je vais rajouter une chose. Pourquoi on va dans cette logique de la propagande Netanyahou qui fait sa campagne électorale avec ça? Depuis 2009, M. Obama échange des courriers avec Khamenei, le guide suprême de la révolution iranienne. Il y a eu les accords secrets, enfin les rencontres secrètes qui ont débouché sur ces histoires de nucléaire au sultanat d'Oman en 2013. Et je vous donne une info, c'est que vous vous souvenez qu'en août 2013, M. Hollande était très furieux parce que... Attendez, je termine ma phrase. Il était furieux parce qu'on n'allait pas attaquer Bachar el-Assad, qu'il était prêt à l'attaquer à cause du recours aux armes chimiques et tout. Et bien c'est parce que derrière, il y avait eu un accord entre Obama et Khamenei pour laisser Bachar el-Assad en place au pouvoir. Voilà le jeu de M. Obama. Tout est politique. Les images de la semaine. Mickaël, votre image de la semaine, c'est le film 24 jours. Pourquoi ? Parce que le film 24 jours, qui va être enfin acheté par France Télévisions, alors qu'il avait refusé et de le financer et ensuite de l'acheter pour le mettre sur son catalogue, va être donc diffusé bientôt. Donc la production est en train de le négocier avec France Télévisions, donc sur la chaîne publique. Ça y est. Ils l'ont accepté, ils l'achètent. Oui, mais vous savez comment ça s'est fait? Ça s'est fait le matin du dîner du CRIF, un appel de l'Élysée au président de France Télévisions, c'est une information que je vous donne, qui donne pour consigne
à France Télévisions d'acheter ce film, alors que le président de France Télévisions, même après aussi les attentats de Charlie Hebdo, avait refusé au nom de « on ne verse pas d'huile sur le feu », il n'est pas question de pouvoir diffuser ce film. Il faut dire également qu'il y a une forme de contentieux qui existe aussi entre le réalisateur et France Télévisions, mais qui a été donc réglé de cette manière-là, de manière, on va dire, raison d'État, républicaine. On voit bien que la course à la présidence de France Télévisions permet de régler aussi d'autres problèmes. Donc une information, Mickaël Darmon pour i24 News. Christian, 30 secondes, votre image de la semaine, c'est le Charles de Gaulle qui commence d'ailleurs à larguer ses premières bombes. Écoutez, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que fait M. Hollande, mais je trouve qu'en politique étrangère, il est plutôt bon. Avec M. Le Drian, Jean-Yves Le Drian. Je trouve que la France, elle est courageuse. On intervient au Mali, on intervient dans tout le Sahel. Là maintenant, de plus en plus, on monte en pointe contre Daesh, contre l'État islamique dans la région. Et ben, j'espère qu'il y a quand même un certain nombre de pays, de partenaires occidentaux, qui feraient bien de suivre notre exemple au nom de la liberté d'expression. Merci Christian Mallard, merci Mickaël Darmon. On se retrouve juste après les infos avec notre invité, l'écrivain Marek Alter. À tout à l'heure.